Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a débuté dimanche 7 août une tournée africaine vers l'Afrique du Sud pour tenter de rapprocher la diplomatie de ce pays au camp occidental. Ce déplacement qui le mènera ensuite jusqu'à jeudi en République démocratique du Congo et au Rwanda vise notamment à contrecarrer l'influence russe sur le continent africain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, tout ce qu'on peut dire, Mamadou Diouf, c'est que les États-Unis avaient suivi de près le déplacement du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov. C'était en juillet passé en Afrique. Tout à fait, tout le monde sait que ce soit en Afrique ou que ce soit ailleurs, Américains et Russes ont passé tout leur temps, pas seulement à se surveiller, mais pire même à s'espionner. Puisque chacun veut être, entre guillemets, la plus grande puissance du monde. Et pour ce faire, on est obligé de voir qu'est-ce que l'autre fait sur le plan industriel, sur le plan politique, sur le plan affaires étrangères et tout. Ça fait qu'on n'est pas surpris de voir ce retour en quelque sorte des Américains sur le continent africain. Mais je crois qu'il serait quand même un peu réducteur de vouloir réduire ce retour-là au fait que le ministre des Affaires étrangères de la Russie est venu en Afrique. Il y a déjà une politique au niveau des États-Unis qui consiste à revenir sur le continent africain. N'oublions pas que tout récemment, le président américain a convoqué un sommet sur la démocratie en invitant certains pays africains. N'oublions pas qu'il y a le sommet États-Unis-Afrique qui est là. Ce n'est pas seulement en concurrence par rapport à la Russie, mais les Américains sont intéressés également par le continent africain. Alors, Mamadou, comment on peut analyser les pays choisis? D'abord l'Afrique du Sud, ensuite la République démocratique du Congo et puis le Rwanda. D'abord l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a une discussion sur quel est le pays économiquement le plus puissant en Afrique. Certains vous diront le Nigeria, d'autres vous diront l'Afrique du Sud. Il faut rappeler que lors de la première visite, le Nigeria avait été visité en décembre 2021. Cette fois-ci, c'est l'Afrique du Sud. Il est clair ici que vous avez un aspect économique qui intéresse particulièrement les Américains. Et ça, il ne faut pas qu'on se trompe. Quand vous écoutez plusieurs présidents américains parler de l'Afrique, ils parlent plutôt de commerce, de faire des affaires. Ils ne sont pas dans une logique seulement d'influencer le continent africain. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, n'oublions pas que c'est le pays de Nelson Mandela. Et quand il est arrivé au pouvoir, on l'a vu sur le plan international prendre des positions extrêmement fortes contre n'importe quelle puissance quand les principes ne sont pas respectés. Bon, en ce moment où il y a la guerre en Ukraine, en ce moment où on fait tout pour liguer tous les pays du monde contre la Russie, la voix de la République sud-africaine sera une voix importante si les Américains peuvent l'avoir. Le Kenya, le Rwanda plutôt, puisque le Kenya c'était lors de l'autre visite. Le Rwanda, tout le monde sait la relation qui existe entre le président Kagame et les États-Unis. Et ces gens n'hésitent pas aujourd'hui à vouloir faire usage de son leadership, même s'il est contesté sur des questions démocratiques, pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses. En plus, il part en RDC, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Pendant longtemps, il y a eu cette discussion sur le rôle joué par le Rwanda dans la crise au niveau de la RDC. Le dernier rapport des Nations Unies donne une information, bon, les gens n'avaient peut-être pas les éléments, mais c'était déjà assez clair. Mais c'est l'occasion de faire pression sur Kagame pour qu'il laisse tranquille ce pays où il faut également que la paix revienne. N'oubliez pas que la RDC, c'est des ressources à ne pas finir en termes de ressources minières, que personne ne se trompe. Les Américains sont intéressés par le contrôle des ressources minières en Afrique, pas seulement par une concurrence par rapport à la Russie. Alors, Mamadou, il faut dire que l'Afrique du Sud n'a jamais digéré l'intervention de l'OTAN. C'était en 2011 en Libye qui a fait dégager et tuer Mohamed Kadhafi. Il y a également l'ANC, le parti au pouvoir, qui historiquement est accroché au bloc soviétique. Est-ce que cela ne pèse pas en faveur de la Russie, selon vous? Non, ça ne pèse pas nécessairement en faveur de la Russie, parce qu'il y a deux choses différentes ici. L'ANC qui était en lutte, soutenue par la Russie fortement, effectivement, ce n'est plus cette ANC qui est au pouvoir. N'oublions pas que Mandela, quand il est arrivé, il a voulu quand même solder tout ce qu'il y avait comme problème
relancer ce pays sur une nouvelle base. Et une de ces bases, c'était la souveraineté de l'Afrique du Sud. Maintenant, il est bon qu'on comprenne souveraineté, c'est quoi? Est-ce que souveraineté, ça signifie quitter un pays pour aller vers un autre pays? Non. La souveraineté, c'est le libre choix d'un pays de décider avec qui commercer, avec qui avoir des relations diplomatiques, avec qui s'allier sur le plan politique, etc. Donc si l'Afrique du Sud se rend compte que sur une question ou sur une autre, la position de la Russie, ou bien commercer avec la Russie lui apporte beaucoup plus d'avantages, mais le rôle du chef d'État sud-africain, c'est d'aller vers là où se trouve l'intérêt de son pays. Parce que dans les relations internationales, il n'y a ni morale ni vertu. Il n'y a que des intérêts. Et d'ailleurs, ceux qui y sont le disent et ils le disent de façon très claire. Maintenant, il ne faut pas confondre. J'ai mon intérêt avec tel pays avec le fait qu'on soit nécessairement inféodé avec le pays avec lequel on se retrouve en train de commercer ou d'avoir des relations politiques qui sont des relations intéressantes. Maintenant, il est clair que dans la guerre d'influence à travers le monde, mais un pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme le Nigeria sur le continent africain, ceux qui sont dans cette guerre veulent tout faire pour avoir ces pays-là de leur côté. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard que le secrétaire d'État américain aille en Afrique du Sud. Et bien sûr, autant que faire se peut, il essaiera de tirer la couverture vers son pays. Et en fait, c'est ça son rôle en tant que ministre des Affaires étrangères. Alors, Mamadou, il y a également la position, si on peut le dire, neutre de l'Afrique du Sud quand on voit ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et les Occidentaux n'ont pas apprécié cela. Est-ce que cette visite d'Anthony Blinken va pouvoir changer quelque chose? Je ne crois pas. Si l'Afrique du Sud reste dans la lignée de Mandela, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? Il faut qu'on soit clair. Je ne cherche pas à savoir le pourquoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pays qui allait attaquer un autre pays. Et de façon générale, cette agression a été dénoncée. Parce qu'on dit sur les pays africains quand même des choses qui ne sont pas vraies. Même l'Union africaine a dénoncé l'agression. Maintenant, il y a autre chose derrière. Les gens veulent profiter de cette agression pour mettre la Russie au banc des accusés, pour sanctionner la Russie sur le plan économique, pour régler d'autres problèmes qui existaient même avant le conflit avec l'Ukraine. Mais en ce moment, l'Afrique du Sud a parfaitement raison de ne pas s'associer à un complot de gens qui se battent pour leurs propres intérêts. Ils ne se battent pas pour l'humanité, ils ne se battent pas pour le monde, ils se battent pour leurs propres intérêts. Et ça fait partie des enjeux, effectivement, de cette visite en Afrique, parce que ce n'est pas l'Afrique du Sud seulement. Aux Nations Unies, quand on a voulu voter la résolution contre la Russie, mais le fait que beaucoup de pays africains se sont abstenus, c'était comme une sorte de coup de semonce au niveau des relations internationales, parce que d'habitude, on avait plutôt tendance à nous aligner sur un certain nombre de pays en prenant des positions qui ne faisaient que suivre ces positions. Ici, ça n'a pas été le cas. Et vous avez vu quand le résultat du vote est sorti, ben, ce n'est pas à l'Afrique du Sud seulement qu'on en voulait. C'est à beaucoup de pays africains. Et moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Il y a une jeunesse africaine, il y a un retour du panafricanisme aujourd'hui sur le marché, si on peut l'appeler ainsi. Et de plus en plus, les gens réclament que nos pays s'assument parce que le président de la République d'un de nos pays est l'alter ego du président de la République d'un autre pays, même si les puissances économiques, militaires ne sont pas les mêmes. En termes de relations sur le plan international, c'est un président de la République avec le même statut. Et de plus en plus, on se rend compte que dans nos pays, effectivement, on fait un peu attention à cette façon de vouloir dire je suis associé à un tel, au point que sur tous les plans, nous avons exactement la même position. Et bien sûr, il y a cette guerre en termes d'influence qui fait que chacun veut, au moment d'un vote au niveau des Nations Unies, d'avoir les voix là où soi-même on veut voter. Mais c'est très bien, à mon avis, que les Africains et que l'Afrique du Sud, que d'autres pays africains n'aient pas suivi ni d'un côté ni l'autre côté dans une guerre qui n'est pas du tout notre guerre, ou au contraire même, nous subissons difficilement les conséquences. Alors, c'est officiel, il va rencontrer la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor. Est-ce qu'il y a un entretien qui est prévu avec le président Cyril Ramaphosa? Mais très certainement, il ne risque pas de venir se promener en Afrique du Sud sans aller rencontrer le premier responsable du pays, bien que d'un point de vue protocolaire, comme je disais tout à l'heure, son alter ego, son répondant, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et ça également, il faut qu'on le fasse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les dernières visites du président Macron.
de plus en plus, les gens veulent se faire respecter. Quand tu pars en France, ce n'est pas le président de la République qui te reçoit. Quand Macron est venu, dans certains pays, ce n'est pas le président de la République qui l'a reçu. Et en ce moment, ça ne pose, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Ça ne pose aucun problème, ni d'un point de vue protocole, ni quoi que ce soit, puisque la réciprocité est une règle dans la diplomatie. Mais il est normal qu'il s'entretienne avec son alter ego au niveau de l'Afrique du Sud, qui est effectivement la dame, ministre des Affaires étrangères. Une rencontre peut être initiée avec le président de la République. S'il ne la rencontre pas, ce n'est pas la fin du monde pour autant. Alors, le secrétaire d'État américain s'est rendu au mémorial Hector Peterson à Soweto également. Il est accompagné, comme on le voit sur les images, par Antoinette Situlé, la sœur d'Hector Peterson. C'est une histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cela, Mamadou? Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a un parallèle au niveau de l'histoire des États-Unis et de l'histoire de l'Afrique du Sud, puisque l'apartheid, comme on l'appelle en Afrique du Sud, les Noirs l'ont vécu au niveau des États-Unis, mais on parlait plutôt de ségrégation raciale à l'époque. Et ce n'était pas loin d'être la même chose. Les chiens rentrent dans le restaurant, mais les Noirs ne rentrent pas, etc. Ça fait que ce n'est pas la même histoire, mais vous avez à peu près les mêmes problèmes qui se sont posés. Et ce mémorial revient sur ça. Ces Noirs qui, pendant un temps, n'ont pas été respectés, etc. Et pour Blinken, ce n'est pas seulement une question d'histoire. Dans l'histoire politique des États-Unis, les populations noires ont l'habitude de voter pour les démocrates. Mais il est important, quand ils descendent sur le terrain, qu'ils fassent également ce travail qui est une sorte d'appel du pied à l'endroit des Noirs américains qui sont une partie importante du corps électoral au niveau des États-Unis. D'ailleurs, même certains analystes américains placent cette visite également dans ce cadre-là, en disant qu'avec Trump, pendant longtemps, c'était comme vous le connaissez, ces pays de merde, comme il disait, et les Africains américains avaient très mal reçu ce discours de Trump. On est en train également de corriger, parce que n'oublions pas que dans quelques temps, on va aller aux élections à mi-mandat et on a besoin de l'électorat noir. Parce que c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas réduire la chose à la Russie seulement. Nos pays ne se déplacent pas seulement pour faire de la concurrence. Les États-Unis ont leur projet, ils ont leur ambition par rapport au continent africain. On peut considérer que la visite a peut-être pu être précipitée à cause de la venue du ministre russe des Affaires étrangères, mais il y a bien d'autres éléments qui sont contenus dans ce déplacement. Alors, l'Afrique, on peut remarquer, cela est devenu une terre d'influence, Mamadou Diouf. Mais tout à fait, ce qui est curieux, c'est comme si ce sont les Africains seuls qui ne l'ont pas compris. Alors que ça devait être une occasion. Quand tout le monde a besoin de toi, mais il faut gonfler les épaules, il faut faire le malin, il faut taper du poing sur la table, il faut peser de tout ton poids. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Si les Turcs, les Chinois, la Russie, les Américains, Israël, tous ces gens qui viennent, ils viennent pourquoi? Ce n'est pas seulement de l'influence d'un point de vue diplomatique, mais économiquement, tout le monde est d'accord qu'il y a des ressources qui sont là et tout le monde est d'accord qu'en termes de projection également, l'avenir économique risque de se trouver sur le continent africain. Mais c'est à nous de profiter de cette occasion et de nous organiser pour faire plusieurs choses. Une des choses, c'est de renégocier pour que nos intérêts soient sauvegardés au niveau des relations internationales, que ce soit avec un pays dans des relations bilatérales ou que ce soit avec plusieurs pays dans les relations multilatérales. La deuxième chose, c'est de réaffirmer cette souveraineté du continent africain de façon générale pour qu'on ne soit pas là à suivre des gens, à aller gérer des problèmes des autres, mais à gérer nos propres intérêts. Mais un autre élément, quand il s'agira d'avoir des accords, quel que soit le type d'accord, mais qu'on aille dans le sens des accords où l'Afrique gagne d'abord avant de voir ce que l'autre va gagner, alors que c'est tout le contraire qu'on a vu généralement jusqu'à présent. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut la solidarité. Et là, l'Union africaine a un rôle à jouer sans doute. Mais tout le monde le voit. C'est de la volonté qui manque, plus bien sûr ceux qui se rendent compte, comme c'était le cas depuis les Kourouma, que si ces gens se mettent ensemble, ils vont nous créer des problèmes, mais eux, ils font leur travail. Ils divisent pour pouvoir continuer de profiter de l'Afrique. On parle d'Union africaine, mais qu'on fasse un panier commun. Pour dire dans l'Afrique, il y a aujourd'hui un certain nombre de priorités. Voilà les priorités sur le plan politique. Voilà les priorités sur le plan économique. Voilà les priorités en matière d'éducation. Voilà les priorités en matière de santé.
et ceux qui veulent collaborer avec l'Afrique, qu'on leur indique là où la collaboration va se faire. Que ce ne soit pas les gens qui viennent nous dire mais il faut qu'on parle d'environnement parce que chez eux il y a des problèmes, donc il faut que nous qu'on préserve nos forêts et qu'on dépose nous-mêmes nos propres priorités pour s'occuper des priorités des autres. Je ne veux pas dire que la question de l'environnement n'est pas importante, mais elle ne se pose pas chez nous de la même façon que cela se pose chez les autres. Et s'il y a des gens qui ont détruit l'environnement, ce ne sont pas d'abord les Africains, ce sont ceux-là qui nous demandent aujourd'hui de préserver nos forêts. Donc qu'on ne nous fasse pas payer d'abord des pots qu'on n'a pas cassés et qu'on ne nous dévie pas également de nos propres priorités pour aller nous occuper d'autres priorités. Mais ça, si on l'avait réussi à travers l'Union africaine, en ayant un panier commun, mais quand quelqu'un vient, on lui dit que tu ailles en Afrique du Sud ou que tu ailles au Sénégal, on te dit on a un panier commun au niveau de l'Afrique, voilà le panier commun, voilà les domaines prioritaires sur lesquels nous voulons travailler avec tel pays ou avec tel autre pays, mais on gagnera encore plus parce que ça fait quand même plus d'1 milliard de personnes. Alors Lavrov, lui, on l'avait vu au Caire, à Kampala, à Brazzaville et puis à Addis Abeba. Blinken, c'est presque l'Afrique du Sud est un peu devant. On a oublié carrément l'Afrique du Nord et celle de l'Ouest. Ils n'ont pas oublié, il ne faut pas oublier que la relation entre le Maroc et les États-Unis, bon, il n'y a pas de zone d'ombre là-bas. Il ne faut pas oublier que la relation entre les États-Unis et le Maroc même a exacerbé les problèmes entre le Maroc et l'Algérie à cause du fait que les États-Unis ont opté pour la solution marocaine par rapport au Sahara occidental. Qui est là-bas ensuite? C'est la Libye. Bon, tout le monde sait ce qui se passe en Libye et tout le monde sait que les Américains également, comme les autres, sont en train de manipuler pour avoir leur homme pour diriger la Libye à cause du potentiel qui se trouve. L'Algérie, sans pour autant apprécier ce qui se passe à l'intérieur, j'apprécie bien sa politique étrangère parce que l'Algérie affirme sa souveraineté et pas par des mots mais par des actes. Ils l'ont fait, ils l'ont refait. Quand c'est la Tunisie, vous avez un pays qui se cherche actuellement, il va aller faire quoi là-bas? Vous voyez que c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une affaire de concurrencer la Russie seulement. Ouais. Non, l'Égypte, n'en parlons pas. L'Égypte est carrément dans les mains des États-Unis. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. S'ils prennent le téléphone, ils règlent tout ce qu'ils veulent régler. En fait, c'est pour dire que c'est des gens qui veulent augmenter leur influence en Afrique. Et c'est pourquoi, là où ils se rendent compte que pour le moment, ils n'ont pas exactement ce qu'ils veulent, on va aller pour essayer de voir comment convaincre ceux-là également à rentrer, entre guillemets, dans le giron américain sur le plan international en termes de prise de position. Et après, vous allez voir, ils n'hésiteront pas à accorder des facilités pour des relations sur le plan économique. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, République sud-africaine. Début de la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Luc Abaki.